Est-ce que c'est bon, tout est prêt? Pour moi, oui. Votre image bouge un peu? Oui, sinon, Ben, on va la couper, voilà. si vous préférez enlever la caméra. Ben, compte tenu de la fragilité de cette connexion aujourd'hui qui m'a lâché, j'étais connectée à midi et quart et plus rien, donc je suis Oui, très inquiète. c'est bon. Essayons comme ça tant que ça passe. Super. Bon, bah, je vais dire qu'on commence. Allez, Bonjour tout le allez-y. monde. Merci d'être venu pour le séminaire. Et maintenant que tout est réglé avec le PowerPoint et la connexion, eh ben, on va pouvoir commencer le séminaire avec Madame Quéron. Donc, je vous laisse la parole. Merci d'être là. Merci Monsieur Vernis, merci mesdames et messieurs d'assister donc à cette petite intervention. J'ai pris connaissance des modalités du jeu sérieux dans lequel vous êtes impliqués, engagés, et donc on m'a demandé de faire le point avec vous sur la politique agricole commune, ses objectifs, ses moyens, et surtout les horizons de 2030, puisque si j'ai bien compris les objectifs, vous allez participer à ce jeu qui va vous conduire à négocier les évolutions de la PAC. Alors j'ai fait d'abord, ce document vous sera remis à la fin de notre réunion, de manière à ce que vous ayez les différentes références que j'ai mises dedans, afin que vous puissiez compléter ou préciser un certain nombre de choses, puisque là, en une heure, on va aller relativement vite. Alors, je voulais d'abord rappeler des choses que vous savez déjà. L'agriculture, c'est un marché particulier. Elle va générer la demande alimentaire est inélastique, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir jouer très fort, même si on souhaite modérer l'appétit de nos concitoyens. On ne va pas pouvoir descendre en deçà d'une certaine demande. Et en réalité, comme on a des besoins alimentaires constants, même s'il y a des variations de prix, ben, la demande alimentaire finalement va assez peu varier. Ce qui va compliquer aussi le marché agroalimentaire, ce sont les conditions d'obtention des produits alimentaires, puisque on a des tas de facteurs de production qui vont jouer. On a vu des intempéries, on a vu tout un tas d'effets climatiques. Et bien sûr, on va avoir, comme sur tous les marchés, ben, en cas d'offre abondante, une chute des prix, et en cas d'offre réduite, une forte augmentation des prix. Ce qui va poser un problème quand même, puisque comme on est obligés tous de s'alimenter, quand il y aura une forte augmentation des prix, eh bien les plus modestes Européens seront dans la difficulté, et puis il y aura un caractère inflationniste à cette augmentation. Alors donc, les autorités publiques ont toujours eu une tendance à réguler les marchés agricoles, d'abord parce que c'est un besoin essentiel, et ensuite parce que ça a un effet évidemment tout de suite sur le porte-monnaie de chacun d'entre nous. Alors, la politique agricole commune, si on retourne, alors on va aller très vite, hein, il y a tout un, on pourrait faire tout un, plusieurs ouvrages, il y en a d'ailleurs des ouvrages sur l'historique de la politique agricole commune et des différentes versions des politiques agricoles communes qui se sont succédées avec plus ou moins de succès d'ailleurs. On rappelle quand même que l'idée de la politique agricole commune est à la base même de l'idée d'Union européenne et avant cela de communauté économique européenne. Je rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pays européens ont connu la faim, tous, et que ce souvenir est extrêmement cuisant pour beaucoup d'entre eux. Qu'en France, par exemple, on sait qu'il y a eu des tickets de rationnement pour limiter l'achat de denrées alimentaires à Paris jusqu'en 1953 parce qu'on était dans une pénurie, les terres agricoles avaient été extrêmement abîmées, les agriculteurs eux-mêmes avaient disparu, et donc il a fallu, après cette période de manque de produits alimentaires, relancer la machine agricole qui employait plus d'un million de personnes entre les deux guerres de 14 et de 40 et qui était évidemment en très grande difficulté après. Alors cette évolution de l'agriculture juste après la Deuxième Guerre a bénéficié en fait des progrès qui avaient été faits dans la chimie, l'industrie chimique pendant les guerres pour d'ailleurs produire des gaz toxiques ou des explosifs avaient fait des progrès considérables. Et cette industrie de la chimie était disponible au moment à la fin de la Deuxième Guerre pour être recyclée, pour pouvoir produire un certain nombre de produits qui allaient bénéficier à l'agriculture. J'ajoute qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
les Américains ont proposé le fameux plan Marshall qui permettait d'emprunter des sommes à l'Europe, d'emprunter aux pays européens, d'emprunter des sommes considérables aux États-Unis. La condition souvent, c'était que cet argent devait être utilisé à acheter du matériel qui venait des États-Unis. Et on a cette image extrêmement célèbre des premiers petits tracteurs, Massey Ferguson, etc., qui arrivaient sur des navires dans le port du Havre, qui étaient débarqués. Et donc, c'est un symbole, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de la mécanisation de l'agriculture européenne, avec l'arrivée de moyens mécaniques qu'on n'avait pas précédemment. On avait des moyens mécaniques, mais beaucoup plus modestes, des charrues traînées par des chevaux ou des bœufs. Là, on a des moyens mécaniques avec un moteur. On va donc dire aux agriculteurs que ce sera évidemment un grand progrès parce qu'ils se fatigueront moins, parce qu'on aura besoin aussi de moins de personnes, ce qui est aussi un avantage. On pourra utiliser les intrants chimiques pour amender le sol, en général des engrais phosphorés qui vont avoir d'ailleurs des effets pervers. On va, pour permettre l'extension de cette agriculture mécanique, araser un certain nombre de collines, enlever des chemins. On fait ce qu'on appelle dans les années 50 en France le remembrement des terres agricoles, c'est-à-dire que ces tout petits lopins qui s'étaient partagés au fur et à mesure des successions, on va les échanger pour que les agriculteurs aient cette fois-ci de grandes surfaces dans lesquelles ces nouveaux outils, la chimie et la mécanique, pourront être utilisés. Et donc, l'Union européenne la communauté européenne, quand elle se crée, va avoir un objectif, pas le seul, mais un de ses objectifs sera d'abord de nourrir les Européens. Et on crée pour cela la politique agricole commune parce qu'on se dit que ces problèmes-là doivent être gérés à l'échelon européen et pas simplement à l'échelon d'un seul pays. Et donc la politique agricole commune, de ce qu'on appelait la communauté européenne au départ, l'Union européenne aujourd'hui, c'est un partenariat entre l'agriculture et la société et entre l'Europe et les agriculteurs. C'est une politique qui est commune à tous les États de l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, qui est aujourd'hui gérée et financée au niveau européen avec un budget de l'Union européenne. On verra qu'il y a des évolutions qui sont en cours. C'est un programme pluriannuel qui va s'imposer à l'ensemble de tous les États membres de l'Union européenne. Alors, l'article 39 du traité de l'Union européenne fixe les objectifs de la PAC. On a fait évoluer. C'est pour ça que je vous dis qu'on passe très très rapidement sur cette historique qui est très riche, puisque de PAC en PAC, de version en version, on a modifié les moyens, on a modifié les objectifs, on a modifié aussi les attentes vis-à-vis des agriculteurs. Mais aujourd'hui, dans le traité qui est tel qu'il est aujourd'hui en vigueur, 39, donc article 39, les objectifs de la PAC, c'est d'abord d'accroître la productivité de l'agriculture. On veut développer le progrès technique et on verra, il y a beaucoup de progrès techniques qui sont utilisés. On va essayer aussi d'assurer un niveau équitable de vie aux agriculteurs. C'est encore en cours de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Ces objectifs, finalement, sont les mêmes que depuis le traité de Rome, c'est-à-dire depuis la création de l'Union européenne. Mais cette formulation, finalement, est très flexible et on voit qu'elle s'est adaptée à un certain nombre de réformes qui ont été rendues nécessaires. Alors, les objectifs de la PAC, à ces objectifs très larges qu'on a vus depuis le traité de Rome et qui ont été repris dans l'article 39, vont s'ajouter d'autres objectifs qui sont inscrits dans d'autres dispositions du traité, qui sont applicables à toutes les politiques de l'Union européenne et qui deviennent donc des objectifs de la PAC à part entière. Il s'agit d'une promotion d'un niveau élevé d'emploi, de protéger l'environnement, et on verra que ce souci est encore plus important aujourd'hui, de protéger les consommateurs. On a des exigences sur le bien-être des animaux, sur la protection de la santé publique et bien sûr sur la cohésion sociale et économique. Un texte très important que vous aurez peut-être besoin d'aller voir, c'est le pacte vert de novembre pour l'Europe de 2019, et également les stratégies de la ferme à la table et en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, qui ont été publiées par la Commission en 2020 et qui confirment le caractère transversal en fait des questions agricoles, alimentaires et environnementales. Alors, comment s'élabore la PAC ?
Le traité de Lisbonne clarifie très clairement les compétences entre l'Union européenne et les États membres. Il y a 3 grands types de compétences, vous le savez certainement, les compétences exclusives à l'UE, les compétences partagées et les compétences d'appui. Il se trouve que l'agriculture se trouve dans les compétences partagées, dans la colonne du milieu. Vous voyez, c'est l'article 4 du traité du fonctionnement. Le TFUE, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, j'ai mis en bleu les compétences partagées. Dans les compétences partagées, l'Union européenne et les États membres sont en mesure de légiférer et d'adopter des actes qui sont juridiquement contraignants. Mais les États membres ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où l'Union européenne n'a pas exercé ou a décidé de ne pas exercer la sienne. C'était ce qu'on appelait il y a quelques années un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que si l'Union européenne n'a pas pris une règle contraignante, alors les États ont le droit de légiférer. En revanche, s'il y a une règle contraignante, les États membres doivent l'appliquer. L'agriculture fait partie de ces compétences partagées. Vous voyez là, j'ai remis la liste des compétences partagées. On est toujours dans la colonne du milieu. Vous voyez que dans les compétences partagées, on a le marché intérieur, la politique sociale, l'agriculture et la pêche, l'environnement, etc. Et je vous laisserai voir les autres colonnes, mais c'est pour situer où se trouve l'agriculture et qui sont ceux qui peuvent prendre des mesures contraignantes pour la diriger. Donc, compétences partagées. Depuis 1962, on peut dire que la PAC a rempli ses objectifs, puisqu'en fait, son premier objectif, là, à sa création, c'était nourrir les Européens. Et elle l'a même rempli au-delà des espérances, puisqu'on a été, en but à des surproductions. Curieusement, on avait fait la PAC pour ne pas manquer de produits alimentaires, et on se retrouve dans les années 60-70 avec des surproductions alimentaires. Pourquoi? Parce que la politique de prix de soutien qui avait été posée par les premières PAC, première version des différentes PAC, parce que les PAC, vous le savez probablement, ce sont des programmes pluriannuels. Donc les premières mesures qui avaient été prises avaient été des mesures de prix de soutien très élevés. C'est-à-dire qu'on disait aux agriculteurs, on garantissait aux agriculteurs un prix en leur disant tout ce que vous pourrez produire dans votre domaine sera acheté à ce prix-là. Garantie d'achat illimitée, prix élevé, il ne fait aucun doute que les agriculteurs ont mis les bouchées doubles et ont tous beaucoup produit. Ce qui a conduit à avoir des surproductions. Dans certains domaines, le lait en particulier, on a eu de très graves surproductions. Très grave surproduction qui a dû être traitée. Alors, il y avait un traitement un peu anecdotique et charmant dans les années 70. Avec ce lait en excédent, on faisait du beurre, et avec ce beurre, on le congelait, on le gardait dans des grands hangars frigorifiques de l'Union européenne, de la communauté européenne, et on le vendait en période un mois avant Noël, parce que dans certains États membres au nord de l'Europe, mais aussi en France maintenant, mais en particulier au nord de l'Europe, en Allemagne et dans les pays plus hauts, plus nordiques encore, il y a une tradition de préparer beaucoup de biscuits pendant la période avant Noël, pendant les dimanches qui précèdent Noël, et les gens donc en achetaient beaucoup. Et on faisait excédent en fait sous le nom très particulier de beurre de Noël, qu'on déconseillait évidemment de recongeler puisqu'il avait déjà été une fois, et on essayait de faire partir les excédents comme ça. Évidemment, cette anecdote en est une, ça ne suffisait pas pour... Donc il fallait absolument revenir à une production plus limitée, et on a fait ce qu'on a appelé les quotas laitiers. On a fait ces quotas aussi pour d'autres produits qui avaient été tous produits en excès en raison de la politique de soutien illimité des prix qui avait été mise en place au début. Donc, pour essayer d'enrayer l'écart entre l'offre et la demande et de maîtriser les dépenses agricoles, puisqu'on s'était engagé à tout acheter, et bien on achetait tout, mais évidemment, ça coûtait très cher et on ne savait pas quoi en faire. Le Conseil a adopté un changement de la PAC et a substitué à un régime, à un système de protection par les prix, un système d'aide compensatoire aux revenus. C'est-à-dire qu'on a dit, on ne va pas acheter tout ce qu'ils produisent à un prix fixé à l'avance, on va les laisser produire, les laisser vendre sur les marchés locaux ou internationaux, mais s'ils n'ont pas suffisamment de revenus, alors nous ferons des aides compensatoires aux revenus. Donc l'Union européenne n'est plus cette fois-ci en situation d'acheteur à un prix fixe, mais elle est en situation d'aide simplement aux revenus. Et des réformes régulières ont été menées pour ramener un certain équilibre financier dans le système, bien sûr, dans le respect de tous des objectifs que la PAC s'était fixés.
Je passe évidemment sur toutes les PAC. Il y a des choses très intéressantes à dire sur pour chaque version de la PAC, mais on n'a pas le temps et vous avez vous, l'objectif de la PAC suivante. Donc, parlons simplement de la PAC actuelle, qui déjà qui vient d'être mise en œuvre, hein, qui est en cours de mise en œuvre et qui porte en elle-même beaucoup d'innovations, puisqu'en fait, chaque PAC, chaque version de la PAC modifie parfois alors plus ou moins profondément, mais celle-ci avait quand même beaucoup modifié. Et celle qui vient promet de modifier encore plus, modifie complètement le système. Donc, pour la période 2023-2027, il faut se souvenir que les PAC, et c'est la raison pour laquelle celle qui va être élaborée, celle à laquelle vous allez donc participer, commence à se discuter maintenant. Hein, on est en 2025 et on commence à discuter, on commence à avoir en quelque sorte l'ébauche hein, d'un nouveau système qui est à discuter et qui va être très longuement discuté avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc pour la PAC qui est en cours aujourd'hui, elle a été élaborée à la suite d'un long processus, comme toutes les PAC, qui avait débuté en 2018. Vous voyez, donc on commence en 2018 pour la mettre en œuvre en 2023, avec d'abord la publication des propositions législatives de la Commission. On en est là à la publication des propositions législatives de la Commission pour la PAC 2030 qui s'est conclue donc en décembre 2021 par l'adoption finale des textes approuvés. Vous voyez que donc on adopte la PAC 2 ans avant son entrée en vigueur. Pourquoi? Parce qu'il y a avant, une fois qu'on sait comment elle va fonctionner, il faut mettre en place évidemment tout le système. Alors en 2020, la Commission avait présenté le pacte vert pour l'Europe et les fameuses stratégies de la ferme à la table et biodiversité, qui avaient rendu les négociations encore plus complexe parce qu'évidemment, vous le savez, le secteur agricole, outre le fait qu'il est absolument nécessaire à la survie de chacun, il est aussi animé par un certain nombre de groupes de pression extrêmement puissants. Les agriculteurs sont des gens très organisés syndicalement. Ce sont toujours des gens qu'on a beaucoup écoutés. Alors d'abord parce que c'est très légitime, hein, ils nourrissent tout le monde. C'est déjà une première raison de les écouter. La deuxième raison, c'est qu'ils peuvent tout bloquer et ils le font. En France en particulier, les agriculteurs sont très connus et les syndicats majoritaires d'agriculteurs le savent pour pouvoir bloquer des autoroutes, des villes, etc. Et donc, ce sont des gens, et ce sont des gens aussi qui sont très organisés depuis très longtemps. Il y a une cogestion aussi avec le ministère de l'Agriculture et les syndicats agricoles, en particulier les plus puissants, qui font que dans toutes les instances décisionnelles, on va avoir des agriculteurs. Et donc, il est très difficile de modifier les choses sans avoir leur accord, ce qui rend d'ailleurs les changements parfois particulièrement difficiles, ce qu'on reverra en dernier pour la PAC qu'on est en train de discuter maintenant. Alors, les bases juridiques de la PAC, alors là, je vous ai mis simplement des liens hypertextes. Je vous engage à aller les lire en détail, hein, bien sûr. Donc, vous pourrez cliquer sur les liens et vous trouverez les règlements. La PAC actuelle repose sur 3 règlements. Un règlement relatif au plan stratégique. On va voir que maintenant, désormais, à partir de cette PAC, chaque État membre doit établir un plan national stratégique qui doit être approuvé par la Commission pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions de la PAC. Ça, c'est le premier règlement. Le deuxième règlement, c'est un règlement horizontal qui parle de toute la rémunération, on y reviendra. Et ensuite, il y en a ce qu'on appelle le règlement OCM modificatif. OCM, ça veut dire Organisation commune des marchés. Alors, il faut savoir que quand on a créé la PAC, évidemment, on était moins nombreux, bien sûr dans la communauté européenne, mais nous étions très différents parce que, suivant les États membres, l'Allemagne, l'Italie, par exemple, avaient un système juridique et constitutionnel très différent du système très centralisé français. Il y a des États fédéraux, par exemple. Donc, il y avait véritablement de très, très grandes disparités déjà constitutionnelles et aussi donc dans l'organisation des marchés agricoles et de leur supervision. Donc, dans un premier temps, dans les premières PAC, on s'était bien dit qu'il fallait qu'on converge à avoir une organisation commune des marchés des produits agricoles, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas, dès les années 50-60, faire une seule organisation commune des marchés qui concernerait tous les produits. Donc jusqu'à 2008,
on avait fait une organisation commune des marchés pour chaque type de produit. On a fait une organisation commune des marchés pour les produits viticoles, une organisation commune des marchés pour les céréales, une organisation commune des marchés pour les fruits, etc., etc. On avait un très grand nombre. Et on a demandé à tous les États membres de travailler chacun ensemble. Évidemment, tous les ministères de l'Agriculture ont travaillé ensemble pour se donner, pour ce marché particulier-là, des règles communes. Donc, dans un premier temps, je crois qu'on avait 17 OCM différentes. Et pendant plusieurs PAC, les différents protagonistes de ces marchés-là, dans les différents États membres, ont élaboré des règles communes. Et en 2008, ça a été vraiment un grand moment. On a dit, bon ben ça y est, on s'est suffisamment rapproché. Et bien sûr, chaque fois qu'on faisait une PAC, on essayait de dire à tous les règlements, à tous ceux qui rédigeaient les différents règlements OCM catégoriels, nous vous imposons tel ou tel type de rémunération. Et donc, en fait, petit à petit, chaque type de production a adopté, c'était difficile parce qu'on venait de très très loin et beaucoup de différences, a adopté les mêmes modalités de rémunération, par exemple. Et quand cette unification a été faite en 2008, on a dit il n'y a plus qu'un OCM qui est gigantesque. Et en annexe, on mettra les règles particulières à chaque type de production. Donc c'est ça le règlement OCM. Désormais, il est unique. C'est le même système qui va être appliqué à tout type de production. Et après, pour les particularités, il faut voir dans l'annexe de ce règlement. Ce règlement, on le modifie régulièrement parce qu'il y a toujours des évolutions. En 2024, en réponse à des très nombreuses manifestations d'agriculteurs, dont je vous dis, ils sont très actifs et très soutenus aussi par la population, parce qu'en fait, on est évidemment très concerné par les difficultés que peuvent rencontrer les agriculteurs. Donc, en réponse à ces manifestations, un règlement qui a modifié le règlement sur les plans stratégiques qui relevait de la PAC est entré en vigueur. Et c'est le règlement du 14 mai 2024 qui a modifié les normes qui sont relatives aux bonnes conditions environnementales. On a introduit des règles pour protéger le climat, l'environnement, pour le bien-être animal, pour la modification et le réexamen des plans nationaux stratégiques, et les exemptions, les contrôles et les sanctions. Donc en fait, on voit qu'il y a une évolution, hein, même quand, vous voyez, on avait dit qu'en 2021, c'était voté, mais même quand c'est voté, le lobbying, en fait, ou la discussion continue, les parties prenantes ne s'arrêtent pas à un vote et continuent de négocier pour faire évoluer ce qui leur paraît absolument nécessaire. Voilà les 10 objectifs de la PAC 2023-2027, donc garantir un revenu équitable, renforcer la compétitivité, améliorer la place des agriculteurs dans la chaîne alimentaire. Vous savez qu'une revendication importante des agriculteurs, c'est d'avoir une place dans la valeur, en fait, entre le prix que le consommateur paye dans la grande surface ou sur le marché et le prix qui est payé à l'agriculteur, il y a quand même une différence très considérable. On leur demande d'agir contre le changement climatique, de protéger l'environnement, de préserver la biodiversité et les paysages, de soutenir le renouvellement des générations, de dynamiser les zones rurales, d'assurer la qualité des denrées alimentaires et la protection de la santé, et de promouvoir les connaissances et l'innovation. Ça fait beaucoup d'objectifs, on est d'accord, pour une profession qui d'ailleurs en train de se dépeupler. Alors, comment est financée la PAC? Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut vraiment bien comprendre parce que justement, la PAC là, qui va entrer en discussion propose une modification de ce financement. Jusqu'à présent, les dépenses au titre de la PAC sont supportées par l'intermédiaire de 2 fonds et qui sont des fonds tout à fait européens pour le premier, en partie européens pour le deuxième. On a le Fonds européen agricole de garantie, FEAG, qu'on appelle le premier pilier, qui couvre tous les paiements directs, on va voir lesquels, et toutes les dépenses liées au marché. Et ensuite, on a un deuxième fonds, c'est le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEDER, qui vont couvrir les mesures de développement rural et qui va cofinancer avec les États et les régions des mesures en faveur du développement rural, par le biais d'investissements, par le biais de mesures environnementales, par des stratégies pour améliorer la vie dans les zones rurales, pour encourager la diversification de l'économie rurale, etc. En France, les aides aux agriculteurs dans ce cadre-là, alors je dis en France, je sais bien que certains d'entre vous sont des ressortissants d'autres États membres, et donc évidemment, l'organisation dépend
de l'organisation de chaque État, puisqu'en fait, comme je vous le disais, dans les États fédéraux, ça se passe un petit peu différemment. Mais quoi qu'il en soit, en France, c'est l'Agence de services et de paiement, l'ASP, qui va être le principal organisme payeur qui a été désigné pour gérer les 2 fonds agricoles européens, donc le Fonds européen agricole et le Fonds européen pour le développement rural. Et dans cet objectif de gérer ces fonds, l'agence va contrôler, verser et contrôler les aides directes à l'agriculture du premier pilier, ce qu'on appelle les aides découplées, on va voir ce que c'est tout de suite, c'est-à-dire les droits au paiement de base et les aides couplées, mais également les aides au développement rural du second pilier, c'est-à-dire les aides à l'installation, l'indemnité compensatoire de handicap naturel, les mesures agro-environnementales et l'aide à l'investissement, etc. Alors, pour les aides principales au premier pilier, on a ce qu'on appelle d'abord, et c'est la grosse partie, des aides découplées. Alors, les aides découplées, on va avoir 4 grands régimes d'aides qui sont une aide de base au revenu qui est versée en fonction de droits à paiement de base activés sur les surfaces agricoles. Alors en fait, c'est très compliqué comme ça, mais ça veut dire on va donner aux agriculteurs une aide en fonction de la surface qu'ils cultivent. Ça peut paraître d'ailleurs un peu injuste, et c'est d'ailleurs une des critiques qui est faite à l'horizon de la nouvelle PAC 2030, parce que on verra, plutôt que de donner une aide en fonction de la surface cultivée, peut-être qu'on devrait plutôt donner une aide en fonction de la situation personnelle de celui qui cultive. Peut-être que les très grands propriétaires qui ont beaucoup d'hectares n'ont pas besoin de cette aide, alors que des petits propriétaires avec de petites exploitations ont plus besoin d'aide. C'est vraiment aujourd'hui une question qui se pose. Deuxième aide découplée, l'aide européenne aux jeunes agriculteurs. L'aide complémentaire aux jeunes agriculteurs, ici, elle est payée, c'est payé en complément. Alors, jeunes agriculteurs, c'est moins de 40 ans, payé en complément du paiement de base sur les premiers hectares pour des exploitations qui sont contrôlées par un jeune agriculteur. Ensuite, on a une aide complémentaire redistributive qui apporte un soutien aux petites et moyennes exploitations. Et ensuite, on a la nouveauté de la PAC 2023-2027 qui s'appelle l'éco-régime. L'éco-régime, c'est une aide qui est versée aux agriculteurs qui s'engagent à observer des pratiques favorables à l'environnement. Alors, soit la diversification. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est la nouveauté 2023-2027 et vous allez comprendre en voyant à quoi ça ressemble, même si j'ai vraiment pris les tableaux les plus simplifiés. Parfois la colère des agriculteurs qui disent mais pour avoir droit à ces aides, vous nous demandez de faire un reporting qui nous demande une double journée de travail, une journée dans notre champ et une journée ou tout le week-end à remplir des tableaux. Je vous explique. L'éco-régime, la voilà. Les éco-régimes, donc, visent à accompagner la transition agroécologique. Et on dit désormais l'éco-régime, c'est 25% des aides du premier pilier. Donc les agriculteurs qui, par leurs pratiques vertueuses, qui permettront d'aller vers une transition écologique plus importante, pourront bénéficier d'une aide. Alors cette aide va être intéressante, soit vous aurez un niveau de base qui sera de 46,69 €, soit un niveau supérieur qui sera de 62,76 €. La mise en œuvre est facultative pour les agriculteurs. Ils ne sont pas obligés de s'y mettre, mais s'ils ne s'y mettent pas, évidemment, ils n'ont pas droit à cet éco-régime et on voit que ça peut être quand même un tarif intéressant. Donc, pour accéder à ces éco-régimes, pour avoir cette aide supplémentaire, hein, vous voyez, de 46 ou de 62 € l'hectare, eh bien, il y a 3 voies d'accès qui sont prévues. Première voie d'accès, alors 3 voies d'accès qui sont soit des voies, des pratiques agricoles, on appelle ça la voie pratique au pluriel, hein, les pratiques agricoles, la voie de la certification environnementale ou la voie des éléments favorables à la biodiversité. Donc, pour avoir droit à une de ces aides, qui représente 25% du budget du premier pilier, donc c'est quand même des sommes importantes, l'agriculteur doit s'engager dans une de ces voies et surtout en faire le report. Alors, la voie pratique, par exemple. La voie pratique va imposer de respecter des pratiques agricoles qui sont propres à chaque partie de l'assolement de l'exploitation. L'assolement d'exploitation, ça veut dire les cultures qui sont plantées dans l'exploitation. Et il va y avoir des seuils à respecter. On va avoir les terres arables on va avoir une obligation de diversifier les cultures évaluées. J'ai mis une grille à la page suivante, vous verrez. On
avoir des surfaces en prairie en pâturage permanent, car vous savez que les prairies et les pâturages permanents ont cette qualité de fixer le carbone. Et donc, on est maintenant très attentif au fait de maintenir un pourcentage de prairies permanentes non labourées, parce que quand on laboure, on va libérer du carbone, donc on ne veut pas. Donc, on est très intéressé de garder des surfaces en prairie, et celui qui fait l'effort de les garder, eh bien, bien sûr que s'il garde en prairie, ça veut dire qu'il ne cultive pas. S'il ne cultive pas, il ne récoltera rien. S'il récolte rien, il n'aura pas de revenus. Donc, on compense en quelque sorte le sacrifice qu'il fait de son revenu en l'indemnisant pour justement ces surfaces et pâturage permanent, sachant que la seule chose qu'on peut faire des prairies, c'est effectivement mettre dessus des animaux à pâturer. Les cultures pérennes, quand vous avez des cultures pérennes, par exemple des arbres ou des vignes, eh bien, aujourd'hui, ce sera valorisé et vous pourrez accéder à l'aide par la voie des pratiques vertueuses si vous laissez de l'herbe dans l'interrang. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a désherbé, on a labouré même les vignes. Et aujourd'hui, si vous regardez des vignes, très souvent, vous verrez qu'il y a des plantes à l'intérieur, entre les rangs de vignes. C'est une nouvelle modalité pour préserver l'environnement, la biodiversité, etc. Et puis, on a un bonus qui a beaucoup fait parler les agriculteurs, qui est le bonus haies, qui permet de rémunérer la présence de haies et leur gestion durable. Alors là, pourquoi ça a beaucoup fait parler? Parce que ces haies, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on les a massives, en Normandie en particulier, massivement arrachées quand les tracteurs sont arrivés pour avoir de plus grandes exploitations. C'était une tradition d'avoir des haies dans les campagnes parce qu'on avait des petites parcelles et les parcelles étaient délimitées par des haies. On les a massivement arrachées sans se rendre compte que ça posait un problème après d'érosion des sols, même de sécheresse, puisqu'en fait les haies fixent aussi l'eau, et ça posait aussi un problème de biodiversité. Donc aujourd'hui, on donnera un bonus aux agriculteurs s'ils maintiennent des haies, et ces haies, ben, on va les mesurer en fait, on va au mètre linéaire de haies, ils pourront demander. Ça veut dire qu'ils vont devoir mesurer leurs haies chaque année aussi pour demander leur aide. Alors voilà, le fameux tableau des voies des pratiques. Vous voyez, on vous dit diversité des cultures et maintien des prairies permanentes et couverture végétale de l'interrang, plus le bonus. Et vous pouvez, alors vous voyez, si vous regardez le tableau, vous voyez qu'il y a des points en fait. C'est un espèce de jeu en réalité, où on dit, ben voilà, si vous diversifiez les cultures, vous allez avoir des points qui vont être attribués en fonction des différentes cultures dans l'assolement. La présence de fortes prairies ou de légumineuses va vous donner plus de points. Et on a après des tableaux très détaillés qui vous disent qu'est-ce que vous avez planté, et en fonction de ce que vous avez planté, vous allez avoir des points. Si vous avez appliqué un niveau standard, vous aurez 4 points. Si vous avez appliqué un niveau supérieur, pour avoir 63 € à l'hectare, vous aurez 5 points ou plus. De la même manière, si vous avez maintenu des prairies permanentes, si vous avez maintenu un ratio de prairies permanentes pendant plus de 5 ans non labourées à l'échelle de l'exploitation, pour le niveau standard, si vous en avez maintenu 80%, vous allez avoir droit à ce niveau standard. Si vous avez maintenu 90%, vous aurez droit au niveau supérieur. Donc vous voyez, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la lecture de ces tableaux, mais c'est pour vous montrer que c'est devenu pour les agriculteurs en réalité, enfin, pas vraiment un casse-tête, mais vraiment matière à réflexion, parce que bien sûr, ils ont envie de profiter des différentes aides, mais vous voyez, les différentes aides ne sont pas si faciles à obtenir. Regardez par exemple pour la couverture végétale de l'interrang, dans la viticulture, etc. Il y a quand même des conditions très particulières. Et s'ajoute le bonus haies, c'est-à-dire la présence de 6% au minimum de haies sur la surface des terres arables. Ça donnera un bonus de 7 € à l'hectare en plus. L'autre manière d'avoir un éco-régime, c'est la certification. Ça, c'est plus facile presque, puisqu'en réalité, la certification, ça donne 60 € à l'hectare avec le niveau de base pour les gens qui ont un niveau de certification environnementale 2, qui respecte 4 critères du cahier des charges de certification environnementale. C'est le fameux HVE, vous savez, le label haute valeur environnementale, qui est d'ailleurs assez décrié par les gens qui ont des appellations, mais c'est un autre débat. Donc vous avez là aussi un premier niveau de base et un deuxième niveau supérieur, hein, 60 € l'hectare ou 82 € l'hectare si vous avez le HVE complet.
Et troisième niveau, on a 30 € en plus du niveau supérieur pour les gens qui sont en agriculture biologique. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est en agriculture biologique, il va pouvoir obtenir 112 € à l'hectare. Voilà la voie de la certification. Je passe rapidement sur ce tableau, vous regarderez en détail, mais c'est ce que je viens de vous dire. Et ensuite, on a les écorégimes qu'on appelle la voie de la biodiversité, qui va rémunérer la présence d'éléments non productifs sur l'ensemble de l'exploitation. Alors, qu'est-ce que c'est que ces éléments non productifs? Ben justement, ce sont des choses qui ne servent pas directement à la production, mais vont favoriser la biodiversité. Mais ça veut dire encore une fois, l'agriculteur va devoir les compter, les mesurer, les déclarer. On va avoir les haies, les alignements d'arbres, un arbre isolé au milieu d'un champ, on va le déclarer, un bosquet, une mare, un fossé, une bordure non productive, c'est-à-dire vous avez une surface boisée, une bande tampon, par exemple entre deux champs, une jachère, des jachères mellifères, les murs en pierre doivent être également déclarés. Pourquoi? Parce qu'il y a des lézards, etc. Là, c'est pareil, on va avoir un niveau de base à 46 € l'hectare et un niveau supérieur à 63 € l'hectare. Et comment on sait si on est dans l'un ou dans l'autre? Eh bien, on va savoir, ce sera si tous ces éléments de biodiversité occupent au moins 7% de la surface agricole utile ou au moins 10% de la surface agricole utile. Voilà le fameux tableau avec les points pour les cultures, hein, les prairies en jachère, les fixations d'azote, etc. Vous voyez que là, on voit bien que le choix que va faire l'agriculteur sur ce qu'il va planter et sur la rotation des cultures va lui donner des points différents. Hein. Si vous mettez suivant les cultures que vous faites, suivant la surface que vous allez utiliser, vous allez avoir. Et donc, il y a toute une stratégie aujourd'hui, toute une ingénierie qui doit se développer. Dans le premier pilier, on vient de voir les aides découplées. Il y a les aides couplées, animales et végétales, donc qui vont être données en fonction de ce que les gens produisent. Et puis le second pilier, eh bien, ce sont des aides particulières. On va aller très vite. Indemnité compensatoire pour handicap naturel. Ici, on va aider les agriculteurs qui sont dans des régions particulièrement difficiles. Les mesures agro-environnementales et climatiques qui permettent d'accompagner les exploitations qui s'engagent dans un développement de pratiques écologiques. Et la dotation aux jeunes agriculteurs, très célèbre, et le plan de compétitivité et d'adaptation pour les exploitations agricoles. La PAC 2023-2027 a eu cette particularité de mettre en place, et c'est la nouveauté, un plan national stratégique établi pour 5 ans. C'est le règlement, donc il y a un règlement du Parlement et du Conseil. Chaque État membre est tenu d'élaborer un plan stratégique national. On salue nos amis belges qui, eux, en ont 2. C'est les seuls en Europe qui ont eu 2 plans nationaux stratégiques. Nous, tous les autres, on en a un seul. Et ce plan national stratégique doit appliquer évidemment les principes de la PAC et être examiné et surtout approuvé par l'Union européenne, par la Commission, pardon. En France, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui est l'autorité de gestion de ce PNS, Plan national stratégique. La mise en œuvre du Fonds européen de garantie, premier pilier, ou du Fonds agricole, deuxième pilier, est partagée entre l'État et la région. Les régions sont responsables des interventions du FEDER. Et dans sa version actuelle, le plan national stratégique de la France pour la politique agricole commune a été approuvé le 15 avril 2025. Vous voyez, on dit c'est la PAC 2023-2025, mais enfin, le plan national stratégique n'a été approuvé qu'en avril 2025. Alors, les nouveautés de la PAC, là, en ce moment, celle qui est actuellement en cours. 28 plans stratégiques, puisque la Belgique en a 2, donc on était 27, mais voilà. Dans la plupart du cas, cette nouvelle PAC font les programmes qui étaient multirégionaux en un seul programme par État membre pour simplifier. On essaye d'avoir qu'un interlocuteur par pays. La législation de la PAC va établir un ensemble d'indicateurs communs qui vont s'inscrire dans un cadre de performance. Alors, quand on étudie la nouvelle PAC, on ne peut pas s'empêcher de dire que ça va donner lieu à beaucoup de reporting quand même. Ça, on sait que pour les agriculteurs, ce n'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Parce qu'on va avoir des indicateurs de performance, des suivis d'évaluation, etc. Donc, nouveauté, une PAC plus verte, c'est au moins ce qu'elle revendique. Les PSN, donc tous les plans nationaux stratégiques ont été examinés et il fallait qu'ils respectent un certain nombre de points.
Donc, on a renforcé ce qu'on appelle la conditionnalité. Les bénéficiaires de la PAC. Pardon, j'entends des bruits. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a un micro, quelqu'un qui est sur Ah, un pardon, voilà, j'ai eu peur que. Je crois que c'était une conversation parce que Non, c'est vous bon, m'aviez perdu, ce qui le était micro, possible. Bon, pardon, pardon. le micro a été Excusez. coupé. Ça va. J'en profite pour dire que voilà, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Je sais pas où vous en êtes, Oui, mais je vous dis juste deux choses. non, mais pas de souci. Euh, Je vous laisse reprendre. Ce qui est important ici, c'est que dans la nouvelle PAC, on a renforcé la conditionnalité. Ça veut dire que désormais, on demande aux bénéficiaires de la PAC d'être plus stricts en matière d'exigence écologique. C'est-à-dire, attention aux éco-régimes, attention au développement rural, au programme opérationnel et à la biodiversité. Vous verrez, aujourd'hui dans la nouvelle PAC, il y a des taux qui sont importants que le PSN de chaque État membre doit respecter. Plus équitable parce qu'on dit on va faire de la redistribution aux revenus. On va essayer de privilégier les agriculteurs actifs et pas les agriculteurs touristiques comme ça qui s'amusent dans leur champ. Ils ont le droit de s'amuser, mais ceux-là n'auront pas droit à des aides. On veut des professionnels. Et on veut aussi une conditionnalité sociale. On sait que dans certains États membres, dans beaucoup d'États membres même, l'agriculture est encore un lieu où on ne respecte pas suffisamment le droit du travail. Il faut désormais que pour les gens qui veulent une aide de l'Union européenne, le droit du travail soit respecté et qu'on arrête de ne pas respecter les travailleurs, d'employer des gens clandestins qui n'ont aucun droit, qui sont respectés. Une PAC plus équitable, c'est aussi une convergence des paiements. On verra un soutien aux jeunes agriculteurs et c'est la première fois qu'on dit on pourrait faire attention aussi à l'équilibre entre les genres, hommes-femmes par exemple, dans l'agriculture. Plus compétitive, ça veut dire améliorons donc le pouvoir de négociation, orientons le marché vers vers l'export, par exemple, faisons une réserve de crise parce qu'on a des crises parfois politiques avec l'Ukraine, par exemple, qui peuvent déstabiliser, mais également des crises climatiques. Et soutenons la filière Nicole qui est particulièrement en difficulté. Là, c'est le reporting. On a une évaluation des plans nationaux. En juin 2023, la Commission a publié un aperçu synthétique. J'ai mis les liens, vous pourrez aller le voir. Synthèse sur les plans stratégiques de la PAC, etc. Et au plus tard, au 31 décembre 2025, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement et au Conseil. Et ça, il va falloir le surveiller. Il ne va pas tarder à arriver. Mieux évaluer, d'ici le 31 décembre 2026, elle fera également une deuxième évaluation qui va concerner l'efficacité, l'efficience, etc. D'ici le 31 décembre 2027, il y aura un rapport au Parlement et la Commission devra également présenter encore un rapport en 2031. Vous voyez, là, il y a toute une surveillance qui se met en route. Alors, juste deux mots, et après, je peux écouter vos questions. Le 16 juillet 2025, la Commission européenne a présenté la fameuse proposition de cadre financier pluriannuel pour la future période 2028-2034. Si j'ai bien compris, c'est ce sur quoi vous allez travailler. Donc, je vous engage vivement à aller lire cette proposition de cadre financier. L'ensemble esquisse une toute nouvelle architecture. Alors, il fallait que vous compreniez, c'est pour ça que je vous ai proposé rapidement de vous brosser le tableau de ce qui existe aujourd'hui, parce que justement, la nouveauté, c'est que ça va changer. C'est ce qu'elle propose. Plusieurs changements majeurs, donc, on propose le changement. Il faut savoir que tous les 7 ans, l'Union européenne crée un nouveau cadre financier pluriannuel, le CFP, qui fixe les priorités politiques. Bien sûr, dans ce cadre CFP, on a la PAC. Une vingtaine de textes ont été publiés par la communauté. 3 piliers, le fonds unique qui va rassembler les politiques en gestion partagée, dont la PAC, un fonds de compétitivité et les actions extérieures. Le nouveau système ne sera effectif qu'après une longue période de négociation qui va passer par, il faut qu'il y ait l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement et un accord entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement. Autant vous dire que ça va beaucoup discuter pour arriver à cette concorde. Les négociations s'étalent en général sur 2 ans et peuvent modifier en profondeur les propositions. C'est pour ça que les propositions qu'on a aujourd'hui ne sont que des propositions. Tout le monde va en discuter. La proposition de la Commission s'appuie sur une nouvelle architecture de la PAC. Elle continue de disposer d'un règlement spécifique, mais elle sera intégrée à un fonds unique, ce qui inquiète beaucoup les gens pour savoir si on a une baisse ou pas du budget de la PAC.
Les modalités de contrôle, de gestion et de financement de la PAC sont intégrées à une proposition de règlement unique qui va être faite. Une nouvelle gouvernance pour le secteur agricole va être proposée. Jusqu'à présent, c'est très important ça pour vous qui êtes des négociateurs. Là, ce que propose la Commission, c'est une révolution, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus qu'il y ait plus de gens qui soient associés à la création des normes agricoles et pas simplement les gouvernements et les syndicats agricoles. Ça va être fondamental. Je pense que les syndicats vont beaucoup traîner de pied pour y arriver. Nouvelle architecture, nouvelle gouvernance, ça va aussi donner une nouvelle architecture budgétaire. Et vous verrez qu'il y aura normalement une évolution des acteurs qui seront appelés à négocier. Et évidemment, ce paquet législatif va s'appuyer sur le modèle du PSN que nous avons aujourd'hui, qu'il faudra évaluer, d'où l'importance de toutes ces réunions et rapports qui vont être rendus. Et enfin, on va avoir une révolution des aides de base, puisqu'en fait, les aides directes dont on a parlé tout à l'heure vont être en quelque sorte fondues dans nouveau type d'aide aux revenus qui s'appellera l'aide aux revenus dégressive, fondée cette fois-ci qui ne sera plus, l'aide dégressive fondée sur la surface. J'ai mis ici un tout petit exemple du scandale que représentait chaque fois ce que gagnait la reine d'Angleterre et son fils en aide de l'Union européenne en raison de leur possession de terres agricoles. 817 000 euros de subvention pour la reine, 337 000 pour son fils, simplement parce qu'ils avaient des terres agricoles. Aujourd'hui, ce que veut remettre en cause donc cette nouvelle PAC, c'est ne subventionnons plus simplement les surfaces, subventionnons les personnes qui cultivent. Juste avant de vous... Alors, vous verrez le reste des choses. Je vous partage juste la dernière page. J'ai mis ici un certain nombre de références avec les textes français, mais surtout, et je vous engage vivement à aller lire cet article parce qu'il est formidable, c'est un article qui vient de Jean de Sciences Po, ça ne pouvait pas louper. Ça s'appelle « Les enjeux clés pour le secteur agricole, cadre financier européen 2028-2034 ». Peut-être l'avez-vous déjà lu. Ça fait vraiment le point sur la nouvelle proposition, ses dangers et ce que ça peut susciter comme inquiétude. Voilà, pour ne pas vous manger le temps de questions, je vous laisse la parole si vous avez des choses à me demander. Bah, super, merci Madame Quéron. Donc, bah, comme votre présentation est terminée, voilà, si dans l'amphi il y a des questions, je peux les relier par le micro. Oui, Et dans le chat aussi, le chat, peut-être je vais regarder. ouais, on peut regarder déjà dans le chat. Ah, je vois qu'il y a déjà une question, donc bah, je vais la lire à voix haute pour tout le monde. Question de Cara, pourquoi la proposition de fusionner les deux piliers en un fonds unique suscite-t-elle autant de contestations alors qu'elle vise à améliorer la gestion et à mieux cibler les besoins spécifiques des différentes régions européennes pour une allocation plus efficace des ressources? Mais en fait, vous pouvez voir. Mais parce que ceux qui en profitent déjà sont pas prêts, en fait, ceux qui en profitent déjà. Alors, je vais vous dire une chose qui est vraiment politiquement incorrecte, mais on est à l'université, on peut. Donc, ceux qui en profitent déjà sont ceux qui ont le pouvoir et qui sont représentés dans les instances. Donc, ceux-là n'ont pas envie qu'on change la règle. Ceux qui, par exemple, alors on va dire les noms, la FNSEA en France est un syndicat agricole extrêmement puissant, mais et qui réunit plutôt des très très grandes exploitations, des très très gros agriculteurs. Ceux-là, évidemment, les aides qui sont couplées, donc ils sont des très grands bénéficiaires de la PAC. Ça les arrange pas de se dire qu'on va changer ça. Donc c'est pour ça que ça va. Il y a ça. Et alors, deuxième chose, si vous lisez cet article dont je vous engage vraiment à lire en détail, une des inquiétudes aussi, c'est non seulement cette modification, mais c'est une modification aussi du budget. On s'inquiète quand même de savoir si, par exemple, pour le deuxième pilier, on a un peu l'impression quand même qu'il va être un peu raboté. Et c'est embêtant ça, parce que dans l'absolu, ça veut dire que même si, vous voyez, on peut se disputer
sur la clé de répartition, mais encore faut-il qu'on ait quelque chose à répartir, qu'il ne faut pas que ce soit trop... Donc je suis tout à fait d'accord avec votre question et votre opinion, vous demandez ce que j'entends de votre question, c'est-à-dire on a besoin absolument, c'est une vraie nécessité, de modifier la prise de décision, les décisionnaires, etc., pour justement faire une PAC plus juste. Mais il faut faire attention de le faire au moins à moyen constant. Enfin, et si, pour que ça puisse porter ses fruits. Vous verrez, parce que le diable est dans les détails. Là, j'ai vu tout à l'heure une modification qui parlait de la mise en œuvre en disant attention, il faudra que ce soit limité pour les entreprises qui sont dirigées par la même personne physique. Mais c'est assez facile quand on fait un groupe de société d'avoir plusieurs personnes physiques et à ce moment-là, on n'est pas concerné par la limitation, vous voyez. Donc il faudra bien regarder comment c'est écrit. Ceux qui écrivent doivent le faire avec la plume tremblante parce que les implications sont très importantes à chaque fois. Du coup, je me permets de répondre. Merci du coup pour votre réponse. Maintenant, moi, ce qui me questionnait un petit peu, c'est que même pour certains États membres qui en fait bénéficieraient de cette restructuration et qu'on donne ces allocations à d'autres agriculteurs, comme vous l'expliquiez, pourquoi alors est-ce qu'ils tiennent des discours officiels ou des communiqués qui finalement ne sont pas vraiment dans leur intérêt ou en tout cas pour les plus petites structures agricoles. Donc voilà, merci. C'est toujours pareil. Il y a un lien, enfin comment dire, ah, il y a une consanguinité en quelque sorte, un lien de parenté entre le pouvoir politique et l'agriculture dans tous les pays d'Europe. Euh, et dans certains États membres, nous en France par exemple, on a beaucoup en agriculture. Les champs d'agriculture, par exemple, sont, vous le savez, gérés par les syndicats agricoles majoritaires. Ça veut dire, or, les champs d'agriculture, c'est la courroie de transmission entre le ministère de l'Agriculture et l'agriculteur. Donc, quand parfois on a l'impression, si on est très méchant, quand certains ministres de l'Agriculture s'expriment, qu'en réalité, on entend le syndicat majoritaire parler dessous. Vraiment, on entend un discours qu'on a déjà entendu. Alors, il faut regarder ça, c'est-à-dire pourquoi effectivement on a l'impression parfois que ce serait dans leur intérêt, probablement ce serait dans l'intérêt du peuple, c'est-à-dire dans l'intérêt oui, mais pas forcément dans l'intérêt politique du ministre du gouvernement qui s'exprime. Je ne sais pas si vous comprenez, si je m'exprime bien, mais parfois, objectivement, on se dit mon Dieu, mais quelle bonne idée. Mais on va trouver curieux qu'un ministre s'y oppose au nom de son État, mais lui s'y oppose au regard des rapports de force dans son pays, en fait. Mais ce qui est proposé est extrêmement révolutionnaire. Hein. Je vous engage à bien regarder. Et je me suis dit en le lisant, c'est tellement révolutionnaire que ça va avoir beaucoup, beaucoup de mal à passer. Hein. Puisque vous avez vu qu'il faut la double, il y a un moment où il faut une unanimité. Donc quand on dit ça, vous voyez, on sait combien c'est difficile. Je pense que la NSEA, elle est en train de déguiser les couteaux. Hein. C'est sûr. D'autres questions dans la salle? Non. Je ne sais pas si vous aviez terminé votre réponse, Oui, oui. mais comme il est 30, je pense on peut Ben oui, clôturer on peut la s'arrêter là si vous le séance. souhaitez. Merci beaucoup pour votre présentation et pour le temps que vous nous avez accordé. Voilà. Ben, c'est moi qui vous remercie de votre accueil. Un round d'applaudissements pour vous dans l'amphithéâtre. Parfait. Si des questions venaient, vous pouvez diffuser mon adresse mail et je serai ravi d'y répondre. Ce sont de belles questions. Bien sûr, je transmettrai votre PowerPoint à l'ensemble des joueurs et des joueuses. Et voilà, merci encore une fois. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.